Ça reprend vraiment les points que je donne à mes étudiants lorsque je leur fais un peu l'historique des fake news. Et on se retrouve bien avec cette nécessité d'informer, de prendre le contrôle de l'information, de revenir aussi. Mais comme vous l'avez dit, et je pense que c'était une bonne conclusion, sur la question de l'humilité, la question d'être au cœur de l'écoute et alors peut-être pas sombrer toujours dans la psychose autour des réseaux sociaux. C'est pas les réseaux sociaux qui sont coupables de tous les maux, mais de bien prendre conscience que lorsqu'il y a de l'information qui circule, elle s'appuie souvent sur des préjugés, sur des choses qui préexistent déjà. Et c'est peut-être là qu'il faut aller travailler, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'on a cette perception, pourquoi est-ce qu'on a ces préjugés autour de telle et telle marque ou telle et telle entreprise. Donc c'est là il faut remonter encore la bobine un petit peu plus loin. Mais très bonne présentation. Merci. Madame Sabir, vous avez parlé d'éducation, vous avez parlé de transparence comme étant des remèdes. Concrètement, une entreprise comme la vôtre fait quoi exactement pour éduquer et être transparente? S'il vous plaît. Alors au niveau de la transparence, c'est d'abord, l'une des choses que nous avons faites, c'est répertorier finalement et identifier tous les points qui pouvaient être des points à démystifier pour le consommateur. Des exemples concrets pour que l'audience puisse un petit peu véritablement profiter de cette intervention. Alors, je ne vais pas parler de consommateurs, j'ai parlé d'un point, ça va être un exemple extrêmement concret. D'accord. Pour les gens de l'agroalimentaire, du FMCG en général, on a des relations qui sont un peu tendues, finalement, avec les points de vente, avec ce qu'on appelle communément le trade, c'est-à-dire les épiceries, etc. Alors, ce qu'on a fait, et on a identifié quels étaient les points de friction avec les points de vente, parce que finalement, ce sont nos premiers clients avant d'arriver aux consommateurs. On a identifié quels étaient les points de friction. Les points de friction étaient finalement liés aux marges qu'on pouvait leur laisser, étaient liés... Et ça, c'est un problème qui concerne tout l'agroalimentaire. Je ne parle pas nécessairement de l'entreprise dans laquelle je travaille. Et finalement, on s'est rendu compte que ces gens-là étaient extrêmement mal informés sur la marge qu'il leur restait. Vous savez, les épiceries et autres ne font pas nécessairement de la comptabilité analytique. Donc finalement, nous, on a revu ce qu'on a appelé toute la story, l'histoire. On a re-raconté l'histoire du profit avec notre entreprise. Et finalement, ça semble donner des résultats. Donc ça, c'est un exemple concret, pas appliqué nécessairement aux consommateurs, mais appliqué C'est des séances de sensibilisation, d'information de ces gens-là que vous réunissez au cours d'une formation spécifique, ou vous informez à travers vos commerciaux. Comment ça se passe? Alors, il s'agit de 150 000 points de vente, donc on ne peut pas les informer directement, c'est fait effectivement à travers la force de vente. Donc la formation se fait à la force de vente qui, elle, va véhiculer le message, va expliquer. Mais la remontée d'informations, l'insight, finalement, vient des réseaux sociaux où on voit des groupes de ce qu'on appelle des groupes de brqala, des groupes donc d'épicerie qui échangent entre eux, qui se disent oui, on ne gagne pas suffisamment d'argent avec entreprise X, avec l'entreprise Y, et on prend note. Même quand nous ne sommes pas concernés, on entend ce qui se dit sur d'autres entreprises et on prend note. Et ça nous permet de réagir. Et quel est le fake news le plus dramatique qu'a vécu Coca-Cola Maroc? Juste pour comprendre un petit peu comment ça se passe et comment surtout vous avez réagi par rapport à ce fake news. Alors moi, depuis 3 ans que je suis chez Coca-Cola, j'ai eu à vivre un fake. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a quelques mois de cela, on a parlé du fait que Coca-Cola quittait le Maroc. A quitté le Maroc? Quitter le Maroc. D'accord. Oui, quitter le Maroc. Et c'est un fake qui est tombé à 21h. Je m'apprêtais à sortir du bureau. J'ai vu, c'était sur quel site électronique. J'avais envie de rentrer chez moi. Je me suis dit, bon, on se calme. C'est pas grave. Je reprends quand même mon téléphone et je demande au service de veille, on est à combien de partages? Et puis je vois que ça monte, et qu'il y a d'autres sites électroniques qui reprennent la même information. Je repose mon sac et je reviens à mon bureau. J'essaie de comprendre d'où ça vient. J'ai compris d'où ça venait. C'est une information qui a été mal suite à une réunion d'ailleurs avec des autorités. C'est une information qui a été mal comprise.
mal interprété par d'autres personnes, qui a donné lieu tout simplement au fait que Coca-Cola partait. Mais qui a divulgué l'information? Parce qu'il y a quelqu'un c'est quelqu'un quand même qui est à l'origine un petit peu, Écoutez, qui vous veut du bien ou du mal. Écoutez, je pense que c'est une incompréhension pendant une réunion qui a été partagée finalement avec la presse. D'accord. Et donc, ça a donné une chaîne de réaction. Et là, vous avez réagi comment? En combien de temps vous avez fait face à ce fake news? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les implications de ce type de news n'ont rien à voir avec les consommateurs directement, qui peuvent nous en vouloir quand même, hein, parce que vous pouvez avoir des consommateurs qui vont vous dire « mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont en train de nous menacer », parce que cet intox est arrivé à un moment très particulier. On parlait de taxes sur le sucre, etc. Ok. D'accord? Donc, on parlait de subventions de sucre, etc. Donc, c'est venu comme si Coca-Cola voulait forcer la main finalement. Donc, c'était extrêmement grave. Juste pour vous donner finalement le contexte. C'était vraiment grave. Et autant le consommateur pouvait se dire « mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une entreprise dans mon pays qui veut me tordre le bras », autant le gouvernement pouvait se dire « mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils se prennent pour qui? Ils essaient de nous tordre le bras ». Or, c'était complètement faux. D'ailleurs, c'était moi-même qui étais à la réunion. Ben, ce qu'on a fait, c'est que sur ce coup-ci, on a écrit au quart de tour un communiqué, un démenti, et il a été envoyé systématiquement à tous les supports qui ont publié la fausse information, et on a même publié sur d'autres supports qui ne l'avaient pas fait, et on a fait reprendre cela aussi par des pages sur les réseaux sociaux. On a partagé sur nos comptes. Ça a duré combien de temps pour que les choses puissent se rétablir? 48 heures quand même. Quand même. Ah oui. Quand même. Pas beaucoup de dégâts au niveau du chiffre, au niveau de quelque chose? Non, rien de spécial. Non, parce que je pense qu'on a réagi extrêmement vite. Je vous dis, c'est arrivé à 21h, à 22h, le démenti était déjà parti. D'accord. Donc la rapidité... Donc il faut de la proactivité pour pouvoir faire face, chose que n'ont pas fait peut-être, je ne veux pas reprendre le boycott, mais c'est parce que c'est un des sujets, peut-être que n'ont pas fait ces marques, sans les citer, pour répondre un petit peu à ce tollé, à ce ras-le-bol. Vous savez, chaque situation est vraiment, ce n'est pas de la langue de bois, mais je parle en tant que communicante, chaque situation a vraiment ses spécificités. Et vous pouvez vous préparer comme vous pouvez vous préparer. Il n'y a pas de solution miracle. Quand vous êtes en crise, c'est l'intelligence du moment et c'est aussi beaucoup de hasard, où vous avez un alignement positif, où vous avez des fois des alignements désastreux. Voilà. C'est un pourcentage magnifique. Monsieur Allard, par rapport à votre présentation de ce matin, donc, comment vous voyez ce processus un petit peu par rapport à une stratégie digitale convenablement pensée pour faire face à tous ces éléments, sachant que l'humain reste au centre des préoccupations et, comme disait Nabil Sofer tout à l'heure dans son allocution d'ouverture, on a tendance à l'oublier un petit peu. Comment vous réagissez à ce process? Juste après ces questions, bien sûr, je m'en remets à la salle pour pouvoir échanger et apporter le plus nécessaire. D'accord? François. Mais je pense que la distinction qui a été donnée est assez intéressante, c'est qu'en fait, quand on parle souvent de fake news ou de ces informations, il faut bien voir que d'un côté, il y a ce qu'on appelle de la désinformation, donc des attitudes volontaires d'importer des informations fausses pour en profiter, et de la mésinformation. Ce qui peut arriver, c'est des erreurs dans l'information et dans la manière dont on va justement produire de l'information. Et là, le cas que vous présentez, hein, c'est avec cette histoire que Coca-Cola quitterait le Maroc, c'est vraiment l'exemple typique de la mésinformation. Mais quand on est un consommateur, on n'est pas forcément averti de d'où vient cette information. Donc il faut faire tout un travail de pédagogie pour remonter à la source, pour repréciser d'où vient l'information et qui parle. Et puis après, il faut aussi essayer de profiter justement de la notoriété. Et s'il y a ces formes de désinformation, c'est que c'est souvent des interpellations des consommateurs. Donc il y a une volonté d'entrer en contact. Les pages Facebook, Twitter, etc. sont devenues des points d'accès privilégiés pour les consommateurs. C'est pas j'aime votre page parce que j'ai envie de liker votre page ou d'avoir vos actualités, c'est parce que je veux rentrer en contact avec vous. Et souvent c'est de la plainte. C'est devenu un peu un service de réclamation. Même si c'est aussi la volonté d'entrer, de partager cette information avec les autres et de recevoir les avis des autres. Très très rapidement, François, je voudrais partager avec vous cette histoire que nous avons vécue ici au Maroc également, mais votre cas français à travers les Gilets jaunes. Quel concept on peut donner aux Gilets jaunes? C'est un boycott? C'est un mouvement contre la vie chère? C'est quoi exactement?
pour pouvoir un petit peu expliciter. Ça a duré dans le temps. Il y a eu un essoufflement, je pense, depuis un moment. On n'entend plus parler. Je pense que les autorités ont fait le nécessaire. Comment, en tant qu'expert stratégie digitale, vous avez réagi à cela? Alors au départ, c'est vrai que c'est un mouvement qui a surpris beaucoup de monde. Hein, oui, et, même par son ampleur. Par son ampleur, dans le mouvement universitaire aussi. Hein, on a eu un peu de mal pour être équipé pour comprendre ce qui se passait là. C'est grâce au digital aussi que ça a pris grâce au digital. Hein. C'est un mouvement qui est vraiment né sur les réseaux sociaux et qui est né de ce qu'on discutait un petit peu ce matin, de journalisme citoyen ou d'information citoyenne. C'est né un petit peu d'un coup de gueule, hein, de plusieurs personnes qui ont commencé à dire je me plains, les taxes sur les carburants c'est trop cher, la vie est chère. Donc oui, c'est un mouvement de question de la vie chère à la base. Et de cette revendication sur la vie chère, on a vu l'agrégation, l'explosion de tout un tas de revendications qui sont liées à une mésentente, à une mauvaise communication et puis peut-être aussi à un ras-le-bol généralisé qui se manifestait à ce moment-là. Donc la stratégie qui a été mise en place par le gouvernement, elle a été très nette. Hein, elle a été de répondre aux demandes autour de la vie chère par des mesures économiques, hein, près d'11 milliards d'euros qui ont été investis à partir de la fin d'année, qui ont été dégagés dans le budget pour répondre à ces demandes-là, la suppression de certaines taxes, la modification des règles sur le contrôle technique pour les voitures, etc. Mais je pense que ce mouvement, il traduisait aussi une interpellation. Et on l'a vu, une interpellation d'une partie de la France qui se sentait un peu lésée, oubliée. Hein, j'ai un ami qui dit souvent qu'il y a plus de proximité entre deux personnes qui vivent dans des grandes villes qu'entre une personne qui vit dans une grande ville et une personne qui vit à la campagne dans un même pays. Je suis peut-être plus proche, en vivant à Nancy, des Casablancais que je suis d'autres personnes qui vivent dans le petit village à côté de chez moi. Parce que, justement, on a des intérêts différents. Et ce qui a été reproché souvent au gouvernement, c'est d'être un gouvernement des villes, technocrates, hein, et pas assez proche des campagnes, des petites villes, des petites gens, en fait. Hein. C'était vraiment ça, cette préoccupation. Et cet essoufflement vient d'où? Alors, il y a deux raisons. Hein. La première, c'est que les fêtes de fin d'année sont passées par là, donc forcément, il y a eu un petit essoufflement à ce moment-là. Mais ce qui a permis de remettre du lien, c'est la volonté, je pense, et Emmanuel Macron l'a bien montré, il est revenu dans un mode de campagne. Donc il est allé à la reconquête des gens. Hein, on l'a accusé d'être Jupiter, donc d'être sur sa montagne, de ne pas vouloir rentrer en dialogue avec les gens. Et là, il est remonté dans l'arène, hein, avec des débats qui durent parfois plus de 6 heures, de corps à corps presque, hein, avec des citoyens qui l'interpellent directement, sans filet. Hein. Là, il n'y a pas de filet, on est dans du live, on est dans du direct. Et en faisant ça, il a réussi à montrer un peu, sous forme de pédagogie. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a répondu à toutes les revendications. Non, il y a des revendications qui resteront, et il y a des revendications qui sont liées aussi à une contestation du fonctionnement démocratique dans sa structure actuelle. Donc il y avait un côté politique-politicienne, un côté économique et un côté social qui a rejailli. Très bien. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, des questions pour Madame Loubna de Coca-Cola ou Monsieur Allard, expert, professeur universitaire? Pas tous à la fois? Superbe. Ah, mon fidèle questionneur, je vous tiens, vous êtes là. Y a-t-il une question à gauche? Non, vous attendez avec impatience 14h30. Professeur Moukwar, superbe. Je vais donner la parole et à Nabil Sofer. 3 questions avant de également parler de réglementation avec nos intervenants. S'il vous plaît, nos hôtesses, Yosra, auriez-vous la gentillesse de donner le micro à monsieur pour qu'il puisse nous rappeler son nom, son prénom. Est-ce que vous êtes en forme, les jeunes? Waouh! Waouh, 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 waouh! Incroyable! Hein, les gens de Rabat, de Kenitra, de Bensik, hein, vous êtes en forme, Yak? Alhamdulillah, superbe. Merci Monsieur. Beaucoup. Je me permets d'intervenir encore une fois. Je rappelle Badr Majdi, directeur du cabinet Compétences Retail. C'était la page pub, super. Oui, alors donc je me permets de rebondir sur la situation des fake news dans les entreprises et la protection des marques. Oui. Alors, dernièrement, on a vécu la situation de certains salariés des entreprises dans le cadre éventuellement des règlements de compte entre leur DRH ou bien entre les supérieurs hiérarchiques, et il leur arrive de filmer des situations qu'ils trouvent, eux, qu'ils jugent indécentes pour le consommateur. Et du coup, ils publient ce genre de situation d'une façon anonyme. Et
Bon, là, il y a certaines entreprises qui engagent ou bien qui sensibilisent leurs salariés dans le cadre de la transformation digitale afin de les impliquer dans la e-réputation d'entreprise. Donc, ils ont un risque mineur par rapport à ça. Donc, en tant qu'entreprise Coca-Cola, est-ce que vous avez cette stratégie d'accompagner vos salariés afin de s'imprégner de la marque, de la défendre au cas d'abus, en cas de diffusion d'une situation inacceptable? Merci. Merci. Professeur Mkwar, Yousra, chez le professeur Mkwar. Merci. Je vous en prie. Monsieur Steve, pour la qualité de l'animation. Merci pour les intervenants, pour la pertinence de leurs exposés. Je vais être bref. C'est l'heure du déjeuner, la fatigue, tout ce que vous voulez. On oublie. On se dit que c'est appelé le petit déjeuner de toute façon. Très bien. Je vais revenir un peu sur la chute de l'exposé sur Coca-Cola ou sur les fake news et sur le fait que la gestion de crise se fait différemment selon la situation. Et notre intervenante a parlé de l'intelligence de la situation. Très bien, tout à fait d'accord. Sauf qu'il y a un certain nombre de règles à respecter. Et vous en avez cité certaines. Et j'y vois 4 principales règles. L'écoute, comme vous l'avez dit, effectivement, à travers un système de veille systématique et continu. Vous avez également la réactivité, la rapidité dans la réaction, comme vous l'avez si bien fait avec cette fausse information qui circulait sur votre éventuel départ du Maroc, qui était une fausse information. Et il y a l'humilité. Ok, on n'est pas parfait, on n'est pas des anges, on peut commettre des erreurs, mais on vous promet qu'on va se corriger. L'humilité, qui est quelque chose de très important, que les consommateurs apprécient et aiment. Et enfin, vous avez également la transparence. Voilà. La transparence, c'est d'informer en continu sur la situation et sur les enjeux de la crise. Okay. Donc, ce sont les 4 règles de base, effectivement, à respecter. Maintenant, effectivement, le contenu change, la façon de faire, les parties prenantes à qui on s'adresse, comment on le dit, quel discours, ça change d'une situation à l'autre selon les enjeux, la gravité de la situation, etc. Deuxième remarque, c'est effectivement, et comme cela a été dit par le professeur François, c'est les préjugés. À la base, pourquoi les gens, comme vous l'avez si bien dit, Madame Sabri, les fausses informations, les informations, je dirais, qui choquent, qui surprennent, sont les informations qui circulent le plus rapidement. Autrement dit, les informations négatives circulent plus rapidement que les informations positives. Pourquoi? Parce qu'il y a des préjugés à l'avance. Et il n'y a pas, comme dit l'expression, il n'y a pas de fumée sans feu, effectivement. Il faut traiter la relation avec le client, le consommateur, à la base, à l'origine. Comment faire en sorte de jouir d'un capital de confiance, et cela, on peut le préparer, le faire pendant la période normale, de telle sorte que lorsqu'une crise survienne, on puisse déjà profiter, rebondir sur un capital de confiance qui est assez solide et qui nous permet d'amortir la crise. Voilà, merci. Merci, professeur Mkwar, de votre intervention. Nabil Sofer, la dernière question, si je ne me trompe pas. Monsieur, bien sûr. Nabil Sofer. Merci. Moi, c'est pas à moi d'intervenir aujourd'hui, mais je prends quand même la parole pour rebondir par rapport à ce que Madame Loubna Saber a dit, pour en fait souligner que Madame Saber ne prend pas souvent la parole, et ne s'affiche pas beaucoup en public. Et en ce qui me concerne, c'est peut-être la première fois que je la vois prendre la parole en public, et je suis très agréablement surpris par la qualité de son contenu. Et j'envie quelque part les étudiants qui sont là, parce que à notre époque, on n'avait pas la chance d'avoir des responsables de grands groupes marocains, notamment marketing, communication, s'ouvrir comme ça sur le grand public. Donc ça leur fait de la formation. Et nous, on a la chance, en tant que Conso News et Moroccan Day, d'être l'espace de rencontre de ces deux mondes, les étudiants et les experts. Merci. Merci pour cette... merci. En plus, vous êtes la directrice des affaires publiques. Hein? Bien sûr, c'est bien. Sisrali, je vous en prie. Micro, Yossara. Bonjour, je suis Nourdine Sqali.
Depuis 20 ans, je suis sur la toile. On m'a dit à un moment donné que j'étais un des influenceurs et ambassadeurs de réseau social. J'étais là l'année dernière, je vous félicite. Cette année, ça se développe. J'espère que l'année prochaine, il y aura 2 journées. Inch'Allah. J'ai une question ça dépendra de Nabil, ça. Hein. J'ai une question simple par rapport au fake. Vous savez très bien, puisque vous l'avez dit, les tuyaux d'information sur les réseaux sociaux deviennent de plus en plus petits. Je serais curieux de savoir quel est le budget que vous avez consacré pour pouvoir développer, dirais-je, et casser cette fausse information. Merci. Merci, c'est une question précise. Hein, ça. Bien. Dernière question, c'est Mouji. Oui, je voudrais poser une question à Madame. Coca-Cola est une entreprise reconnue à l'échelon mondial. Au niveau national, je peux dire personnellement, à titre personnel, que Coca-Cola est la première entreprise dans le domaine des boissons gazeuses. Et compte tenu de son chiffre d'affaires, que fait Coca-Cola dans le domaine social? لا يوجد حاليا أي مشترك في الخط التي تطلبونه. المرجو إعادة النداء لاحقا. Deux bonnes questions, Madame Lubna Sabay. Alors, il se trouve que je suis aussi directrice du développement durable et je vais me permettre de vous répondre à vous d'abord si les... Bien sûr, en live, en direct. Je sais que vous avez dû répondre, Madame. Le veulent bien. Alors, nous sommes très actifs dans le domaine du social, notamment justement tout à l'heure quand je parlais de préservation de l'eau. Vous savez, on est une entreprise de boissons et on est dans un pays qui est un pays à stress hydrique. Donc, la première des choses, le premier axe de responsabilité sociétale dans lequel nous nous sommes engagés, c'est la préservation de l'eau. Et je vous invite, on est très actifs Tata. Parce que même partout où vous allez, je suis navrée, je vais faire des allers-retours entre l'arabe et le français. Là où vous allez, dans le sud du Maroc. Voilà, dans le sud du Maroc. كاين زاغوره فيها ما يدار تيزنيت فيها ما يدار ورزازات فيها ما يدار الا مشيتي لطاطا ما كاين ما يدار الناس ديالها اما كيسافروا لبرا اما كيمشيو يبيعوا الزريعه في المدن حنا مشينا شفنا المينستير د لاغريكولتور وقلنا لهم الله يخليكم بغينا نعاونوا حنا عارفين بان لاغريكولتور هي اللي كيمشي فيها الماء بزاف باسكو سي فري كو دوبي كون اي تو بوتي moi ça c'est un truc qui m'énerve quand on n'arrête pas de douter quand vous vous brossez les dents. Eh ben, il faut fermer le robinet. Il faut prendre des douches à la place du bain. Il faut laver la voiture avec un petit seau et une éponge, etc. Mais finalement, quand vous voyez au niveau de l'eau, où se font les plus gros investissements, j'allais dire, en eau, c'est dans l'agriculture. L'agriculture prend quelque chose, je me trompe peut-être de quelques points, mais l'agriculture prend quelque chose comme 90% de l'eau. Donc, s'il fallait intervenir dans la préservation de l'eau, il fallait intervenir au niveau de l'irrigation. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est parti voir les oasis qui ont des khtarat à Tata. Vous connaissez un peu le système des khtarat? Oui. Alors, à Tata, les khtarat menhom l'sma. Et à Tata, c'est des sortes d'infrastructures d'irrigation où l'eau va passer et qui vont irriguer les oasis, l'ouahet. Ce qui se passe, c'est que Tata arrive à du 50 degrés. Qu'est-ce qui se passe? 40% de l'eau katbkhar. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors on a investi une première fois $1 million, donc milliard dial centimes, il y a quelques années, et je viens de signer on vient de signer le contrat pour injecter 6 millions de dirhams, encore une fois, dans la région de Tata, toujours sur le même sujet. Donc on est très actifs dans la préservation de l'eau. On a aussi un gros engagement en faveur des femmes, l'autonomisation économique des femmes. Bon, c'est un sujet où il y a beaucoup de gens qui sont présents, beaucoup d'entreprises, mais c'est quelque chose auquel on croit beaucoup, parce que 90% du revenu d'une femme, à sa famille. Ce qui n'est pas le cas des hommes, par exemple. Ça, ce sont des études internationales. Quand vous prenez une femme qui va gagner, je dis n'importe quoi, 100 dirhams, 90 dirhams, chiffre sa famille et son environnement. Donc, c'est une femme réinvestie dans son environnement. Bref, je ne vais pas vous faire une dissertation là-dessus, mais
Oui, j'ai posé cette question parce que, en ma qualité de vice-président de la Fédération des associations nationales des retraités du Maroc et président de la commission socio-culturelle, j'accepterai votre proposition avec plaisir et je vous donne mes coordonnées. Waouh! Voilà, c'est en live, c'est en direct. Voilà, c'est une action très bien, très très bien. On sera ravis de vous accompagner. D'autres choses à rajouter, Madame Loubna Sabeh? Alors, je vais juste répondre aux autres questions. Bien sûr, Madame. Alors, il y a Monsieur Strelli qui a parlé du budget. Alors, vous savez, ce qui est extraordinaire avec les réseaux sociaux, c'est que vous n'êtes pas sur des budgets extraordinaires. Vous savez, on a des comptes corpos, ce qu'on appelle des comptes corpos, parce que vous avez le compte de l'entreprise qui s'exprime en tant que de Coca-Cola compagnie, et vous avez le compte de Coca-Cola le produit qui va vous dire mais nous, moi en tout cas, mon rôle c'est de parler de ce que fait l'entreprise. Alors sur ce compte-là, vous pouvez répondre déjà à toutes les problématiques qui sont posées par le consommateur. Ça ne vous coûte rien. Ce que vous pouvez faire, c'est sponsoriser. Sponsoriser pour que ça atteigne un maximum de personnes. Moi, j'ai déjà signé des sponsorings de 3000 dirhams. Des petits sponsorings une fois par mois à 3000 dirhams. Alors, autre chose, vous pouvez aussi faire des capsules vidéo. Vous pouvez expliquer comment se fait le processus de production pour rassurer les gens sur la qualité et les standards en usine. Ça ne coûte rien du tout. Avant, ça coûtait beaucoup d'argent parce qu'il fallait ramener un réalisateur, etc. Aujourd'hui, vous pouvez prendre un site d'information électronique et lui dire « je veux un reportage payé » et « vous me le donnez, vous ne le publiez pas. C'est moi qui vais l'utiliser. » Ça ne coûte pas grand-chose non plus. Donc aujourd'hui, l'investissement n'est pas nécessairement extraordinaire. Par contre, il faut de l'humain, parce que la veille, ce sont des gens qui la font. Il faut de l'humain, il faut prendre en considération la réputation sur les réseaux sociaux. Et ça, malheureusement, tous les dirigeants aujourd'hui ne le comprennent pas. Que les dirigeants comprennent quand il y a une chute des ventes, malheureusement. Mais aujourd'hui, je pense que de plus en plus de comités de direction sont sensibles à la e-réputation. Donc voilà pour la question sur le budget. C'est Srali voulait savoir en dirham combien? Non. Franchement, c'est... Voilà. Micro. Ah, Youssef. Sabah al-khair. Allez-y, exprimons-nous. On est dans véritablement un processus d'échange et d'interactivité. Oui, ce que je disais, c'est que très peu d'entreprises au Maroc sont conscientes de l'e-réputation. J'ai fait l'année dernière le Social Selling Forum, par exemple, parce que ce que vous dites tout de suite, c'est que chez nous, on regarde tout de suite l'argent et combien on va gagner tout de suite. Or, construire une image digitale, ça se fait sur de très nombreuses années. Et j'en sais quelque chose, puis je passe au moins 3 à 5 heures par jour dans ce milieu-là. Je vais vous suivre alors. Mais ça ne sert à rien parce que tous les tuyaux ont été fermés et si on ne paye pas pour être sponsorisé, on n'est pas diffusé. Voilà. Merci Sisqali pour votre intervention. D'autres choses à rajouter, Madame Loubna? Alors, Monsieur Mkwar, tout à l'heure, me disait, vous n'avez pas balayé, et il a complété d'ailleurs, brillamment complété les dispositifs de gestion de crise qui se mettent en place par anticipation. Je voulais juste compléter ce que vous aviez déjà complété. Ce qu'il faut faire, c'est aussi une cartographie des risques. Vous savez ce qui peut vous arriver. Je vais vous dire tout de suite, par exemple, une entreprise comme Coca-Cola, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer quelque chose aux États-Unis ou quelque chose au Moyen-Orient qui va faire dire aux gens « Ah, c'est une entreprise américaine ». Vous savez, 100% des produits de Coca-Cola sont fabriqués au Maroc. On emploie 4000 personnes en direct et on emploie chez 20 000 sur toute la chaîne de valeur. Mais il suffit qu'il y ait quelque chose qui se passe quelque part pour qu'on se dise « Ah là là, ça c'est les méchants, etc. C'est les grandes multinationales capitalistes, etc. » Donc si vous voulez, en termes de risque que je cours, en tant qu'entreprise, j'ai déjà une cartographie en tête. Et donc, on peut faire aussi, pour anticiper les crises, c'est de faire une cartographie de ces risques et de mettre en place les plans d'action associés. Alors, une dernière chose, Nabil me disait qu'effectivement, on ne prenait pas souvent la parole. C'est dans un effort de transparence. Et justement, suite aux derniers événements,
qu'on a décidé qu'on allait prendre un peu plus la parole, que ça ne servait à rien de se renfermer sur ce qu'on disait. Je pense que les gens profitent beaucoup plus de savoir comment on réfléchit que de se cacher finalement. Voilà. Merci, merci. Et on applaudit très très fort Madame Saber Loubna, directrice des affaires publiques et développement durable chez Coca-Cola. Merci, professeur Allard. Et avec grand plaisir d'aborder la question suivante. Et je vais demander à notre intervenant, c'est Ouzelkis Mohamed, qui est chargé du contrôle des sites marchands et qui va revenir sur cette loi 3108. D'accord? Et comment le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Investissement et de l'Économie numérique réagit. Comme c'est juridique, réglementaire, je souhaite que Si Mohamed Ouzelkis donne du peps à son processus et souris pour la photo. Magnifique. C'est parti pour un tour et pour finir, nous donnerons la parole donc à Sibou Jma pour nous donner un petit peu l'avis de la fédération et de Uniconso. Merci beaucoup.